Parfait. Ben, écoutez, bonsoir. Ce soir, on va s'ouvrir encore plus les consciences. Moi, j'ai déjà rencontré Gabriel, donc je connais un petit peu son parcours. C'est très, très intéressant. On va parler de pranisme principalement. Gabriel, qui es-tu? Explique-nous un petit peu d'où tu viens. Et puis, il y a un lien puisque tu es aussi à la base dans le domaine de la santé. Oui, bonsoir à tout le monde et merci pour votre invitation en tout cas. Effectivement, je suis infirmier, je n'exerce plus depuis quelques années, mais j'ai été longtemps infirmier, j'ai été un petit peu dans pas mal de secteurs d'activité, dont l'humanitaire, dont la médecine, la gériatrie, la chirurgie. J'ai fait de la PMI, protection maternelle infantile, fonction puériculteur, j'ai fait de l'alcoolologie, tabacologie, etc., etc. Et puis, depuis quelques années, je me suis orienté plus en termes de prévention, dans le domaine toujours de la santé. Et puis, cette prévention santé a glissé vers l'accompagnement au sens large et plus holistique, plus globaliste de l'humain, avec des ouvertures sur santé et spiritualité, que constitue la nourriture pranique, la fameuse alimentation lumière. Donc, initialement, je suis de Meurthe-et-Moselle, je suis né à Longwy. Et puis, voilà, j'ai cheminé au gré de ce qui se passait dans ma vie très tôt, qui a été le fond d'interrogations existentielles, métaphysiques depuis très longtemps et qui m'ont tracé une certaine direction dans mon cheminement d'être humain sur cette planète, entre autres de passer par une casquette de soignant. Mais en réalité, très tôt, à l'âge de 5-6 ans, je vivais des phénomènes hypnagogiques, dits hypnagogiques pour les neurologues et psychiatres, c'est-à-dire qu'au niveau de l'endormissement, hein, dans mon lit, au moment de faire, avec le Notre Père que je récitais au moment de m'endormir, à 9h30 du soir, eh bien, je vivais des phénomènes liés à des états modifiés de conscience, états alpha, dits sophroniques, dont je ne savais absolument pas ce que c'était au départ et qui me faisait ressentir, percevoir que je me dilatais complètement pour remplir complètement la chambre ou alors devenir minuscule comme une tête d'épingle et disparaître dans le lit. Bien évidemment, le corps physique restait tel qu'il était à ce moment-là, et c'était plutôt une expansion de conscience avec en parallèle, ce que j'ai compris beaucoup plus tard, une expansion des corps subtils, des corps éthériques. Hein, donc, corps éthérique, peut-être corps astral, je n'en sais rien. Voilà, et donc, d'où des questions existentielles, métaphysiques qui m'ont toujours guidé. Vous savez, d'où on vient, c'est quoi la vie, après la vie, il y a quoi, c'est quoi les nuages, est-ce que l'arbre, il est vivant, etc., etc. Enfin, tout ce que les enfants peuvent se questionner. Et puis, j'ai toujours été attiré par l'humain, j'ai toujours été attiré par le relationnel, d'où de me former infirmier en 92-95, première promotion mixte, soins généraux et soins psychiatriques. Je n'ai jamais été attiré par les urgences, la réanimation et le bloc opératoire, tout sauf ça. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que du jour où j'ai été diplômé infirmier, je n'avais qu'une seule obsession en tête, c'était de devenir accoucheur, sage-femme, homme sage-femme. Pourquoi, je n'en sais rien. Donc, je me suis très vite renseigné dans l'école de sage-femme de Nancy, en l'occurrence. J'ai voulu poursuivre avec quelque chose de plus spécifique en termes d'accouchement. Et puis, j'ai compris, moi qui me suis après orienté rapidement sur l'accompagnement au sens large de l'humain en termes de consultation, gestion du stress, bien-être, relaxation, prévention, gestion au niveau mieux-être et non pas thérapeutique médical des troubles fonctionnels liés au stress. Praticien en relation d'aide, en écoute et relation d'aide, une fois que j'ai été infirmier, j'ai compris que ce désir profond d'être accoucheur, c'était plutôt d'accoucher les âmes plutôt que d'accoucher les bébés. Voilà, et donc j'ai été 15-18 ans infirmier dans plusieurs domaines. Après quoi, j'ai ouvert un organisme de formation professionnelle orienté gestion du stress, avec plusieurs thématiques psychocorporelles, dont le massage bien-être, en tout cas
le massage Asiyama, qui est un shiatsu préventif pour le stress en entreprise, par exemple. Et voilà, des modules en relaxation psychocorporelle, Jacobson, Erickson, Schulz, training autogène de Schulz, etc. etc. J'ai développé pendant une dizaine d'années cet organisme de formation qui existe toujours. Donc, le lien, le site référence, c'est www.avecinspire.com. Avec, parce que c'est le propre de la relation d'aide qui est avec, être avec, accompagné, mais qui est aussi l'acronyme de accompagnement vers l'éveil et la conscience. Voilà, donc ça c'est le petit clin d'œil à la dimension plus spirituelle, propre à Maslow dans sa dernière étape de la pyramide de Maslow. Et puis, dans la jonction 2012, 2013, 2014, j'ai progressivement glissé vers, à titre personnel, vers la nourriture pranique, que j'ai découvert et rejeté dans un premier temps. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est la nourriture pranique. J'ai rejeté ça complètement au départ parce que le réflexe cartésien infirmier, de dire c'est du n'importe quoi, on ne peut pas vivre sans manger. Et puis, ayant toujours eu la politique de me donner les moyens de savoir plutôt que de croire, et pour ne pas rester sur une croyance, donc je me suis informé, documenté, j'ai visionné ce documentaire qui s'appelle Lumière, qui met en vidéo d'un côté les chercheurs, les scientifiques, les médecins, les nutritionnistes et d'autres, et puis de l'autre, les personnes dites praniques qui affirment ne plus manger depuis un certain temps, dont le fameux Prahlad Jani, qui était, entre guillemets, la référence mondiale pour l'Inde traditionnelle hindouiste, puisque Prahlad Jani, qu'on voit dans le DVD Lumière, aurait été, on va dire, béni par 3 déesses de la tradition hindouiste et qui lui ont signifié à l'âge de 8 ans qu'il n'avait plus besoin de manger et de boire, et lui d'être resté, paraît-il, pendant 85 ans sans boire ni manger. Et Prahlad Jani, que j'ai rencontré l'année dernière en Inde, en mars, au premier festival indien du prana, accompagné par son médecin, qui est le docteur Sudhir Shah, qui est toujours vivant, puisque Prahlad Jani est parti, a quitté ce monde 2 mois plus tard, en mai 2020, à l'âge de 93 ans. Et son médecin Sudhir Shah, le docteur Sudhir Shah, est un neurologue et directeur d'une clinique à Bombay. Et voilà, donc j'ai rencontré les deux et c'était extrêmement passionnant à différents niveaux. Et depuis, donc, depuis 2014, j'accompagne en termes de pause alimentaire, on pourrait dire de jeûne, et pour simplifier, de jeûne pranique enrichi à la lumière, les individus et les groupes un petit peu partout en France, à l'étranger, au Maroc, au Québec, en Corse, en Roumanie, peut-être cette année en septembre, si confinement on l'autorise ou pas, au Portugal, etc. etc. Donc voilà. La nourriture pranique, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est la nourriture pranique. Si, si. Oui, peut-être serait-il bien de le définir en quelques mots? Voilà, donc c'est en fait... Einstein disait que l'extraordinaire n'est pas en contradiction avec ce que l'homme, n'est pas en contradiction avec la nature, mais en contradiction avec ce que l'homme connaît de la nature. Et donc, la nourriture pranique n'a absolument rien d'extraordinaire. La nourriture pranique, c'est le fait d'être nourri de la lumière. Or, c'est d'une banalité sans nom, puisque tout être vivant, qu'il soit humain, le bébé, et même le bébé dans le ventre de sa mère, le végétal, les animaux et peut-être les minéraux sont nourris aussi de lumière. Par exemple, les botanistes le savent, à la surface des feuilles des arbres et peut-être des épines, botaniquement, nous parlons de stomates, et les stomates sont des micro-bouches entre 50 à 500 par centimètre carré sur les feuilles des arbres et qui absorbent l'oxygène, mais peut-être aussi la particule de lumière, le fameux prana qu'on appelle le photon. Photon étant
baptisé par le physicien allemand Fritz Albert Popp en 73-74, qui lui a officialisé la particule de prana comme étant particule de photon et de biophotons parce que appliquée à la biologie humaine. Et donc tout être humain est déjà nourri par la lumière, qu'on le veuille ou non. Ça passe par une architecture subtile qu'on appelle les méridiens, les croisements principaux de ces méridiens qu'on appelle les vortex, ou plus bas cool branchés, les chakras. Et puis vous avez par exemple le docteur Gabriel Coussins, qui est un médecin nutritionniste holistique orienté médecine ayurvédique, qui a une clinique, je crois, dans l'Oregon aux États-Unis, qui a écrit l'alimentation lumière, entre autres, eh bien, décrit le réseau relais en termes d'apatite qui constitue une trame au niveau de l'organisme humain et qui, grâce à ces particules d'apatite, par exemple l'émail des dents, par exemple le tissu conjonctif, eh bien, cette lumière va être captée essentiellement par la glande pinéale ou l'épiphyse et va être distribuée jusqu'à la cellule. Ça ne passe pas par la digestion biologique de l'estomac, c'est directement en transe transcutanée jusqu'à la voie cellulaire. Et je vous donne des informations comme ça en vrac. Donc vous avez la fameuse mitochondrie, centrale énergétique de la cellule découverte sauf erreur en 1857, qui a fait aussi l'objet de recherches au niveau de la NASA russe pour les premiers vols en 1969, puisqu'on constatait au retour des premiers vols dans l'espace, chez les spationautes, qu'il y avait une fonte musculaire et osseuse. Et donc, ça compromettait des vols de plus longue durée dans l'espace. Donc, il y a eu des budgets mobilisés, des recherches importantes. Et vous avez cette biologiste russe qui s'appelle Tina Karu, qui a mis en évidence dans les années 90, il me semble, cette fameuse cytochrome C oxydase, qui est une protéine enzymatique ou enzyme protéinique, j'en sais rien, je ne sais pas comment on va dire ça, qui est une étape indispensable pour que la cellule produise la fameuse ATP, l'adénosine triphosphate, qui est le carburant du corps. Et cette cytochrome C oxydase serait favorisée justement par l'absorption par le corps via la pinéale et les capteurs autres que sont par exemple la peau qui est un poumon aussi. Cette lumière qui passe directement favoriserait la production du cytochrome C oxydase et qui favoriserait la production de l'ATP au niveau de la cellule et des mitochondries, etc. Donc c'est un petit peu tout ça la nourriture pranique, avec des faits historiques qui ne constituent pas des preuves pour autant. C'est délicat de parler du prana plus scientifiquement que ça, et autrement qu'avec quelques anecdotes dans l'histoire, en termes de date, mais qui ne constituent pas des preuves, parce que officiellement, il n'y a pas de recherche médicale ni scientifique officiellement sur le sujet du prana, autre que des recherches tenues secrètes par la NASA et l'armée, puisque vous comprenez bien que la nourriture pranique, c'est subversif, puisque si les gens arrêtaient de manger, eh bien, ça mettrait complètement en branle tout le système économique et agroalimentaire et pharmaceutique et médical actuel. Donc, ce n'est pas valorisé et il faut le dire, c'est officiellement taxé de dérive sectaire, il faut le dire, au même titre que le Reiki, la médecine. Vous savez, la méditation pleine conscience qui est enseignée en DU, à la fac de Strasbourg, c'est diagnostiqué dérive sectaire. Donc, le prana, c'est dans le même registre. Hein. Pour autant, si c'était une secte, ça saurait. Moi-même, on m'aurait bien arrêté depuis bien longtemps d'accompagner les humains dans la pause alimentaire. Mais par exemple, vous avez le prix Nobel de médecine de 1903, Niels Finsen, danois, qui a guéri d'un lupus érythémateux, un lupus vulgaris, dont il souffrait lui-même, sur la simple exposition du vent et du soleil.
Il en a fait une thèse, enfin un sujet d'études médicales, et il a été récompensé prix Nobel de médecine. Et Niels Finsen, en fait, c'est l'ancêtre des sanatoriums, tout simplement. C'est aussi l'ancêtre des lasers, des lasers de dentistes, de chirurgiens, qui sont nés à partir des années 60. Alors, je n'ai pas les dates précises, je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais Niels Finsen est un petit peu l'ancêtre de tout ça. Quoi vous dire d'autre? La nourriture pranique se fait de façon passive chez tout le monde. Si on prend une mesure très empirique qui est l'orthobionomie, hein, le test musculaire du bras, on dit que le mangeur moyen de 3 repas par jour, il est pranique à environ 15%. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'organisme humain, c'est comme une voiture hybride qui peut fonctionner à l'essence ou à l'électricité. Sauf que pour l'application humaine, on va parler d'électromagnétisme et non pas d'électricité. Et donc, tous les corps humains fonctionnent à 95 ou 18% à partir de la mécanique biologique, c'est-à-dire que le corps est habitué à produire son énergie et à fonctionner grâce au fait de boire et de manger. Pour autant, il y a ce circuit en parallèle, pranique ou quantique ou électromagnétique, qui fonctionne mais au ralenti. Et la réalité, qui empiriquement s'est vérifiée chez les grands mystiques, que sont Padre Pio en Italie, Marthe Robin en France, Thérèse Neumann en Allemagne, Sainte Thérèse d'Avila, etc., etc. La réalité, c'est que ces praniques vivaient des années sans boire ni manger, tout simplement parce qu'ils étaient connectés à une des sources de la particule de lumière, du prana, qui est le divin. Et le divin permettrait de se sustenter directement à la source sans passer par la bouche, par le fait de manger, et la source étant ce qu'on appelle aujourd'hui le champ unifié quantique, composé à 99,9% de vide, dont on sait le vide que le vide n'est pas vide puisqu'il est plein. Voilà, spontanément, ce que je pourrais vous dire autour du prana. Dans mes accompagnements, la vocation n'est pas à amener les gens à arrêter de manger. Bien que j'ai quelques personnes qui, à cette heure-ci, disent-elles ne mangent plus parce que ce serait directement relié au champ quantique et n'auraient plus besoin de manger. Pour moi, ça n'a aucune importance. Je m'en fous complètement que les gens disent ne pas manger et que, vrai ou pas vrai, ils ne mangent plus. Pour moi, le plus important, c'est que les gens préservent et renforcent leur santé physique. Alors, sans qu'il y ait aucune preuve à ça, j'ai quelques illustrations à vous apporter, et qu'ils soient mieux dans leur névrose quant à équilibrer les pensées et les émotions. Si après tout cela amène sur des ouvertures sur le plan spirituel, eh bien tant mieux, mais ce n'est absolument pas important pour moi que les gens arrivent, entre guillemets, à arrêter de manger, parce que beaucoup de mes accompagnés voudraient ne plus manger. Je n'amène pas les gens vers ça, ce n'est jamais qu'une conséquence. J'ai entre autres réalisé cette vidéo, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Vivre de Lumière, il y a près de 500 vidéos dedans. Et cette vidéo s'appelle « Pourquoi vouloir être pranique est une erreur ?» Tout simplement parce que, comme nous sommes tous dans l'essence même de la matière manifestée sur ce plan tridimensionnel, nous sommes tous vibratoires avant d'être biologiques, et donc nous sommes tous praniques, que nous mangions ou pas. Vous êtes, vous, messieurs, dames, autant praniques que moi, sauf que vous mangez un peu plus. Eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu mon idée, c'est pas grave. En tout cas, je ne sais plus. Ça reviendra, je raccrocherai les wagons. C'est pas grave. En attendant, j'aimerais que tu précises quelque chose, si tu le permets. Je suis très intéressé de savoir comment tu définis le prana par rapport à la lumière. Tu as commencé à le définir, tu as l'air assez pointu dans tes connaissances. Donc, pour moi, la lumière, c'est des photons. Donc, c'est des particules, c'est à la fois une composante électromagnétique et une composante scalaire, dont on parle peu.
Comment est-ce que tu définirais le prana par rapport à cela, par rapport à cette définition-là? Alors, bien évidemment, étant aussi confronté à mes propres limites explicatives sur le sujet, le but n'est pas d'hypertrophier encore un peu plus le mental, mais plutôt neuroscientifiquement d'harmoniser le cerveau rationnel qui est hypertrophié chez l'occidental et chez quasi tous les humains, avec le cerveau intuitif qui est sous-développé chez l'immense majorité. Et donc, par synchronisation hémisphérale, les états alpha, d'être mieux dans ces deux approches. Donner de l'information, c'est très important. Je trouve que c'est très important parce que réaliser un saut quantique, passer du gauche au droit, c'est important de sécuriser les gens, de les informer, de les rassurer pour savoir où est-ce qu'ils vont et qu'ils fassent ce lien plus facilement. Ce lien qui peut être représenté par cette jonction qui est le corps calleux entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Le corps calleux, là où il y aurait le plus d'échanges électriques et chimiques, et qui peut-être ferait l'objet avec la pinéale d'un meilleur fonctionnement par synchronisation hémisphérale. En tout cas, la lumière et le photon est l'unité de mesure de la lumière au sens large. Alors après, on va parler dans les infrarouges et les ultraviolets, parce que ça devient très compliqué. Je vous renvoie au livre du professeur Fritz Albert Popp, qui est La biologie de la lumière. Si le sujet vous intéresse, c'est hyper technique. Ça peut être de la bonne nourriture pour vous. Maintenant, lumière, c'est aussi le terme chrétien de la fameuse aura des saints. Vous savez, les représentations sur les vitraux dans les églises, on a toujours les saints avec l'aura autour, et cette aura qu'on appelle la lumière, qui est le terme chrétien. Médicalement, c'est intéressant parce qu'on parle bien de la lumière intestinale. La lumière intestinale, on va dire que c'est le calibre des intestins. Mais est-ce que c'est que le calibre? Est-ce que ce n'est pas aussi, indirectement parlant, le biotope, les bactéries intestinales qui se nourrissent aussi de particules de lumière et qui produiraient de la protéine? Je dis ça parce que c'est l'étude médicale mise en évidence sur très peu de sujets, mais a priori par un médecin généraliste de Bretagne qui accompagne une pratique qui s'appelle Isabelle Hercelin. C'est avéré dans ce milieu. Si vous allez en Orient, la particule de lumière, le prana, s'appelle le chi. En Chine, le ki au Japon. Ça s'appelle Ruba chez les Hébreux, ça s'appelle Wakanda ou Wakanda chez les Amérindiens, ça s'appelle Mana en Océanie et ça s'appelle Pneuma, le souffle dans la Grèce antique. Donc on voit bien que le prana n'a rien de nouveau, c'est universel et ça a toujours existé dans toutes les traditions. Et on ne fait que découvrir finalement, un petit peu comme vous parliez du rayonnement électromagnétique et de champs scalaires, un petit peu comme l'Institut HeartMath aux États-Unis, en Californie, qui travaille depuis une trentaine d'années sur la fameuse cohérence neurocardiovasculaire, la cohérence cardiaque, et qui n'a absolument rien découvert, l'Institut HeartMath ne fait que valider, découvrir scientifiquement ce qu'on sait depuis très très longtemps en Orient et en particulier en Inde, à partir des vertus du cœur et du cœur fonctionnant mieux dans son ensemble entre tête et corps. La fameuse lumière. Merci pour ces précisions. Alors, dans les applications santé avec la lumière, il y a ce fameux cancérologue des années 80, Carl Simonton, qui a développé les visualisations thérapeutiques pour amener un mieux-être, un réconfort auprès des cancéreux aux États-Unis et qui a constaté que par visualisation mieux-être auprès de ces cancéreux, eh bien ces cancéreux semblaient aller mieux et semblaient guérir mieux, guérir plus facilement. Et donc ces visualisations thérapeutiques ont été exportées en Europe et en France après dans les années 85-90. Et la visualisation
pranique fait partie de la nourriture du poseur alimentaire, du jeûneur en processus de pause alimentaire, en processus de jeûne. Donc j'ai des gens pour 7 jours, 14 jours, 21 jours qui sont en pause alimentaire. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait avec une préparation, avec une base acido-basique, manger moins, manger mieux, sur la base de l'écoute de la faim au niveau du corps, plus acido-basique, avec un jeûne de 24 heures semaine qui peut se mettre en place progressivement, une hydratation, bien évidemment, et à terme, quand les gens le sentent, de se lancer dans quelque chose de plus conséquent, guidé, jamais faire ça tout seul chez soi, bien évidemment, sur une base de 7 jours pour rassurer les gens qui en ont besoin. Et là, par exemple, avant vous, ce soir à 19 h, j'ai nourri comme un bon père Hervé, qui en est à J20. Demain matin, c'est son bilan pour J21. Donc, parmi ces accompagnés, plusieurs centaines, quelque chose comme 700 depuis 2014, plus de 700 personnes, il y a des gens empiriquement qui ont boosté sur la base de l'autophagie et de l'autolyse mise en évidence par le prix Nobel de médecine octobre 2016, le scientifique Yoshinori Usui, le japonais, prix Nobel de médecine quand même. Eh bien, vous avez de façon très empirique ce très grave malade d'une pancréatite chronique qui s'appelle Gilles, que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube, qui était suivi par le CHU de Caen et qui était vraiment, il avait une espérance de vie très, très restreinte, peut-être quelques mois, c'est-à-dire que depuis à peu près 8 ans, il souffrait de pancréatite chronique parce qu'il avait pris beaucoup d'anxiolytiques et antidépresseurs à visée anxiolytique en fonction du dosage et qui était toxique pour le pancréas. Donc, il fait une pancréatite chronique. Sur les 2 dernières années, il a été hospitalisé à peu près 30 fois pour être mis à jeun sous perfusion pour décongestionner le canal de Wirsung et le pancréas. Et puis, il lui changeait un stent au niveau du canal de Wirsung, il me semble. Et il m'appelle en février 2017 pour me dire « Je suis en train de mourir, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez m'aider ?» Je lui dis « Je peux peut-être vous aider à peut-être soulager un minimum les choses, de faire une pause alimentaire. Maintenant, je ne peux pas vous promettre autre chose, j'en sais rien, je promets jamais rien à personne. » Et donc, il a préparé acido-basifiant, une base végétale, la règle des 3 V, fruits et légumes, de préférence crus, selon le terrain, la digestibilité, et variés pour éviter les carences. Malgré cela, il y a quand même des gens, c'est rare, mais des gens qui font un syndrome de malabsorption, donc il n'y a rien qui marche pour tout et systématiquement pour tout le monde, donc il faut toujours surveiller. Au passage, je conseille toujours, sur un processus type standard de 21 jours de pause alimentaire, de faire une prise de sang, un bilan médical juste avant et juste après, pour savoir ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Et ce fameux Gilles, eh bien, il a fait son 21 jours en août 2017. Fin septembre, il m'appelle le 29 septembre pour me dire « Je t'appelle parce que demain, je dois être opéré, ils doivent m'enlever un bout du pancréas. Je vais devenir diabétique. » Vous savez, les fameux îlots de Langerhans. Qu'est-ce que je fais? Je me fais opérer ou pas? Parce que moi, je ne mange plus, c'est bon. Depuis le 4 août, il ne mangeait plus du tout. Depuis le 4 août jusqu'au 29 septembre. Je lui dis, je ne suis pas médecin, je ne peux pas te conseiller de ne pas te faire opérer, mais très honnêtement, si tu me demandes, a priori, ça ne se justifie pas, je te suggère de refuser l'opération, de demander des examens biologiques, prise de sang, radio, écho et tout ce qu'on veut, puisque les derniers dataient d'il y a au moins 2 mois et 2 mois avant le 4 août, d'actualiser les examens médicaux pour légitimer l'opération, c'est-à-dire de voir l'impact de ces 21 jours de pause alimentaire qu'il avait réalisé entre-temps. C'était ça le but. Chose qu'il n'a pas fait, donc il s'est retrouvé sur la table d'opération. Le chirurgien a ouvert, a constaté la régénération, principe de régénération par l'autophagie autolyse, du pancréas qui s'est régénéré et qui a constitué un pancréas sur le pancréas, ce sont les termes du chirurgien. Le chirurgien ne comprenant absolument pas ça parce qu'il n'a jamais vu ça de sa vie. Et donc il a refermé
sans rien toucher. Les organes périphériques qui étaient abîmés se sont régénérés aussi. Gilles a été convoqué X fois en réunion staff médical pour expliquer les choses et que le personnel essaye de comprendre et tout ça et tout ça. Arrivé en décembre 2017, un chirurgien le convoque pour lui dire on va vous opérer de la vésicule biliaire, on ne sait jamais si ça s'enflamme, on va l'enlever aussi, la pancréas. Enfin, on va l'enlever, parce qu'on n'a pas enlevé le pancréas, mais on va enlever la vésicule. Et pareil, il me téléphone. Alors je lui dis, ben, retéléphone de nouveau à ce médecin qui est venu en stage prana, il a fait 21 jours en juin 2017. Comme lui est médecin, tu demandes un avis à lui et on verra ce qu'il te dit. Et ce médecin lui a dit, ça ne se justifie pas. Tu fais en ton âme et conscience, mais ça ne se justifie pas. Donc Gilles a gardé sa vésicule, a gardé son pancréas, il va excellemment bien. Il a été encore suivi 2 ans après régulièrement, tous les 2 ou 1 mois ou 2 ou 3 mois, pour suivre l'évolution de santé du patient Gilles, et Gilles va très très bien. Officiellement, il ne s'est pas réalimenté depuis le 4 août, n'a rien mangé depuis le 4 août 2017. De temps en temps, boit une tisane, surtout quand on lui rend visite. Et c'est un cas qui défie la science, bien évidemment, hein, comme Pradajani en Inde, 85 ans sans boire ni manger, ou les mystiques, Padre Pio, 17 ans, Marthe Rodin, 27 ans, Thérèse Neumann pendant la Deuxième Guerre mondiale, 38 ans sans boire ni manger. Donc voilà, après, le but n'est pas de faire des performances ou de faire des défis de la sorte, ce ne sont que des conséquences possibles, mais une fois encore, ce n'est pas mon but. Ça fait partie de l'univers pranique, mais pour moi, le prana, c'est booster la santé et le mieux-être dans son équilibre avec soi-même. C'est ça. On peut dire globalement qu'en Occident, vous êtes d'accord avec moi, on mange trop souvent, trop mal. Qu'il y a quand même plus de 30% chez le Français moyen d'une surcharge pondérale et d'un terrain pas loin de l'obésité. Il y a des études par rapport à ça. Et que pour moi, le but de la nourriture pranique, c'est d'apprendre aux gens à se nourrir mieux, plus en conscience, en écoutant la faim du corps, en gérant la faim mentale émotionnelle, ce qui fait qu'il n'y a plus besoin de compenser en remplissant l'organisme par pseudo-faim, par pseudo-gestion des faims mentales et émotionnelles. Se nourrir mieux, moins souvent, et en meilleure qualité. Moins souvent parce que 3 repas par jour, alors ça va faire hurler les nutritionnistes certainement, mais il y a combien de Français qui se nourrissent avec 1 repas par jour, non pas parce qu'ils sont pauvres financièrement, mais qui se portent en excellente santé avec 1 repas par jour, bien évidemment adapté aux besoins caloriques. Hein. On ne va peut-être pas nourrir de la même manière un bûcheron et une secrétaire de bureau. Vous voyez, donc, tout ça, c'est aussi du cas par cas, quoi. Mais globalement, nous nous nourrissons très mal, trop souvent et trop en quantité. Donc, si on pouvait au moins rééquilibrer ça, ça serait pas mal. Indirectement parlant, par rapport à la thématique pranique, il y a l'état psycho-émotionnel. On mange beaucoup trop pour se remplir que pour se nourrir. Se remplir en compensation de la névrose. Et la névrose fait quand même l'objet de 70-80% de motifs de consultation chez le médecin généraliste, c'est-à-dire de problématiques liées au stress fonctionnel. Donc c'est quand même pas rien. Et alors, il y a des écoles qui disent que tout est psychosomatique, pas forcément, mais même les troubles lésionnels, la plupart du temps, sont dus au stress, l'infarctus, mésentérique, pancréatique, cardiaque, l'hypertension artérielle, tout ce que vous voulez, est largement entretenu et favorisé par un déséquilibre dû à une mauvaise gestion des pensées et émotions qui, elles, vont avoir une répercussion sur le trop manger, trop souvent et trop mal. Donc tout est lié, d'où une approche de santé globale de l'individu que se veut la pause alimentaire pranique, dont je suis un des représentants et accompagnant en pause alimentaire. Voilà, qu'est-ce que vous suggère tout cela? Si je peux me permettre, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Parfait, merci. Dans ces accompagnements, peut-être le tutoiement est plus simple, ça nous autorise plus. Oui, bien sûr.
Est-ce que c'est un protocole qui s'applique à tout un chacun ou est-ce que c'est personnalisé tenant compte d'un bilan préalable qui aurait été fait? Alors, ce ne sont pas des accompagnements médicalisés. Je ne reçois pas des malades justifiant de l'accompagnement médical, chirurgical, hospitalier, institutionnel. Ce sont des accompagnements grand public pour des personnes dites en bonne santé. Il y a des contre-indications dans ma validation à accompagner des gens. Je n'accompagne absolument pas les femmes enceintes et ni les personnes avec des antécédents psychiatriques certains. J'accompagne pas non plus, par exemple, les personnes insuffisantes rénales relevant de la dialyse, par exemple. D'autres contre-indications, il y en a bien évidemment. Les personnes qui ont des grands antécédents dépressifs, c'est une contre-indication pour moi. L'épilepsie, c'est une contre-indication. Vous savez, c'est comme le sevrage tabagique. J'ai validé le diplôme universitaire de tabacologie à l'époque avec le CHU de Nancy, mais 25% des sevrages tabagiques se soldent par un épisode réactionnel de plus ou moins grande dépression. Et donc, chez les dépressifs, être en pause alimentaire, ça réactive facilement l'état dépressif sous-jacent. Donc, je fais très attention à ça. Après, comme c'est un stage ou une retraite grand public, et ça ne relève pas d'une prescription médicale. De toute façon, aucun médecin ne va valider de façon écrite « je vous autorise à aller dans », parce que chaque médecin, il faut le dire, se couvre, bien évidemment. Il n'y a jamais aucun médecin qui va autoriser par écrit d'aller dans un stage comme ça. Après, moi, je suggère toujours, alors bien évidemment, il y a des gens que je refuse, mais je n'accepte personne sans un questionnaire santé écrit, signé. Alors évidemment, les gens racontent ce qu'ils veulent dedans, ça c'est évident. Sans le fait de signer une charte que j'ai intitulée « Engagement stagiaire » en 13 points. Et puis, je suggère bien sûr que les gens, mais je le suggère, je ne l'impose pas, je ne peux pas l'imposer, que les gens fassent en particulier pour un processus de 21 jours un bilan sanguin et médical avant, juste avant, la semaine avant de démarrer et juste après la semaine juste après la fin. La veille de démarrer, je suggère un lavement intestinal ou une purge, huile de ricin, chlorure de magnésium par exemple, pour favoriser la détoxination en amont et faire que la pause alimentaire soit plus légère pendant. Bien évidemment, je reste présent sur toute la durée de la pause alimentaire en résidentiel. On peut venir frapper à ma chambre, je suis vraiment sur place jour et nuit. J'ai mon appareil à tensiomètre, j'ai mon appareil à glycémie et c'est arrivé quelquefois que je stoppe certaines personnes en disant là, c'est bon, tu es arrivé à la limite, tu rentres chez toi, on arrête là, avant même d'être arrivé à 21 jours. Tout accident est possible, personne n'est à l'abri, je n'ai jamais eu d'accident, j'ai jamais eu de décès, bien évidemment, mais voilà, donc c'est dans l'absolu, ce n'est pas un métier sans risque, évidemment. Merci beaucoup. Alors, je vais poser une question. Déjà, merci pour cette présentation, Gabriel. Tout ce qui est pranisme, c'est quelque chose qui me parle vachement. Bon, j'ai déjà fait un jeûne de 3-4 jours, mais j'aime vraiment trop manger. Par contre, quelque chose que je pratique depuis bientôt 2 ans, c'est la thérapie par le froid. Donc, par la méthode Wim Hof, tu sais, je pense que tu en as déjà entendu parler, c'est l'exposition au froid, par les bains froids, etc., afin que le corps régénère de lui-même la chaleur. Et on se rend compte qu'en fait, le corps a des capacités extraordinaires. Alors, ma question, c'est est-ce que tu as déjà pu pratiquer ou voir des gens pratiquer les deux, c'est-à-dire le pranisme et des thérapies par le froid, voir si justement c'est quelque chose qui est possible, comment réagit le corps? Alors, pendant la pause alimentaire, les organismes refroidissent parce qu'il y a un ralentissement du métabolisme avec temporairement une perturbation de la thermorégulation au niveau du cervelet parce qu'il y a l'organisme puisqu'il n'y a plus d'entrée par la bouche.
les métabolismes ralentissent, il va y avoir en réaction des palpitations, une accélération du pouls, une baisse de la tension artérielle, et donc les gens refroidissent. Donc je ne conseillerais jamais de faire de la cryothérapie ou des bains froids ou des douches froides pendant une pause alimentaire. Il faut plutôt réchauffer les organismes, dilater les pores, et ça permet aussi, indirectement parlant, avec une douche, quand les gens ne boivent pas assez, parce qu'ils ont tendance à se déshydrater, parce qu'en mangeant plus temporairement, la sensation de faim peut diminuer, eh bien, on a constaté qu'il y a des organismes qui pompent par la peau jusqu'à 300 ml d'eau en différentiel sur la balance, avant et après la douche. C'est intéressant. Mais la cryothérapie et l'état pranique sont deux choses différentes. Je m'intéresserai volontiers à la cryothérapie et à Wim Hof. J'aimerais beaucoup faire un stage, alors soit avec un de ses élèves, soit avec Maurice Daubard ou le fils de Maurice Daubard, qui est la référence en France, le yogi de l'Himalaya. La cryothérapie, donc, c'est le personnage phare de cette discipline, de cet univers, c'est Wim Hof. Wim Hof, dont la femme s'est suicidée il y a quelques années, lui qui a constaté que la seule chose qui le calmait émotionnellement, c'était se mettre dans le froid, dans la douche froide, etc., etc. Donc il en a fait une hygiène de vie, et la cryothérapie est très étudiée scientifiquement parce qu'elle aurait mis en évidence des effets prometteurs en faveur de la réduction des maladies auto-immunes, par exemple, dont le Parkinson. La cryothérapie est très appliquée pour les sportifs de haut niveau. Les champions du monde et tout ça passent beaucoup dans la cryothérapie. Après, cryothérapie et nourriture pranique, à terme, d'un état pranique installé, Alors après, plus que cryothérapie, c'est plutôt un yoga du froid. C'est vraiment une discipline avec une philosophie, avec un lâcher-prise qui sert dans énormément d'autres domaines dans la vie, je trouve. Après, ce que je trouve intéressant dans les deux cas, c'est vraiment cette notion de vraiment d'aller dans le manque. Là où dans notre société, on a tendance à aller vraiment dans le plein, dans l'excès, aller se remplir, que ce soit de chaleur, que ce soit de nourriture, que ce soit d'information. Vraiment d'aller un petit peu se couper de ça et d'aller dans le sens inverse, dans le manque, et de découvrir qu'au final, le corps est capable de très bien gérer. En fait, on se rend compte qu'il y a un mode de fonctionnement dans le corps qu'on ne soupçonnait pas, et qui lui permet vraiment de gérer énormément d'états, dont le manque de nourriture, le manque de chaleur. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ces disciplines-là. Dans mon parcours, en 2011, j'ai rejeté complètement la thématique prana avec le DVD Lumière en disant c'est des conneries, c'est n'importe quoi. Je m'y suis intéressé, je me suis documenté, je me suis inscrit à un stage résidentiel de 21 jours en pause alimentaire pranique, en processus pranique, avec Henri Montfort, qui n'accompagne plus en résidentiel depuis 2018, je crois. Et je n'ai même pas fait 21 jours, j'ai fait que 10 jours, plus un jour chez moi, j'ai fait 11 jours. Et j'ai vite compris, alors qu'on était quand même dans la Drôme, il faisait 36-38 degrés en plein mois d'août, j'ai vite compris qu'il valait mieux s'asseoir à côté de lui. Il y avait un tel rayonnement vibratoire et de chaleur, alors qu'il faisait déjà très chaud, que je savais intuitivement qu'il fallait que je me mette à côté de lui. Bon, voilà. Tout ça pour dire que en pause alimentaire, on se refroidit. Une fois que vous êtes pranique, le froid n'est plus un problème parce que vous allez produire votre thermorégulation à partir du matériau nutritif à la source même que les aliments sont censés apporter aussi, la particule de lumière. Depuis 2012-2013, je me suis retrouvé à Albi, chez une personne qui me propose un matin d'aller sortir le chien et d'aller marcher dans la campagne. Il faisait très frais. On se retrouve dans la voiture, j'ai oublié mon manteau et je me dis, je vais avoir froid, c'est pas possible, je vais avoir froid. Donc, le mental dualiste, qui est dans la croyance que
la dualité, que tout est un problème et que forcément je vais avoir froid. Je me dis, Gabriel, laisse ta dualité de côté, accueille, sois neutre. Sois objectif par rapport à l'expérience qui t'attend. Ne te laisse pas conditionner par ce mental parce que forcément il va faire froid. Ben, si je le pense, je vais avoir froid. Plus froid que. On arrive dans les champs, les hautes herbes, on marche. Il faisait vraiment pas chaud. J'avais un t-shirt et un pull. J'ai été très étonné, mais vraiment très étonné. C'est la première fois que j'ai été à prendre conscience de cette relation au froid, que je ressentais le froid, pas du tout en moi, dans le corps, mais à distance du corps physique, à peut-être 10-15 cm, le froid s'arrêtait, c'est délirant, hein, je vous l'accorde, à 10-15 cm autour du corps physique, au-delà de ce rayonnement électromagnétique, je ressentais le froid, mais là, et il s'arrêtait là. Et à partir de là, je ne ressentais que de la chaleur. Alors, ce n'était pas bouillant, mais c'était agréablement chaud, c'était vraiment très confortable, mais le froid s'arrêtait là. J'étais très, très impressionné. Ce qui veut dire que ce que vous cultivez aussi dans la thématique pause alimentaire et pause alimentaire pranique, dans ce fameux alignement. Pour être pranique, il faut être aligné. Mais pour être en bonne santé, il faut être aussi aligné. Pour être heureux dans cette vie, il faut être aussi aligné. Et pour se nourrir en conscience, en respectant les besoins du corps, il faut aussi cultiver l'alignement. Et l'alignement, c'est d'être beaucoup moins dans son mental cartésien, qui lui, de toute manière, il est toujours dualiste, parce que derrière le mental, il y a la mécanique de l'ego. Et l'ego a pris la place number one. L'ego, c'est le maître du monde. Le monde est dirigé par l'ego du pouvoir, l'ego de l'argent, l'ego du sexe et l'ego de la violence. Vous savez, les films, les boum boum boum, les tueries, etc. Ça, c'est le monde comme ça qu'il tourne aujourd'hui. Et si on laisse un petit peu cet ego, globalement parlant, de côté, on permet à la conscience d'être un peu plus présente. Le mental, c'est de la conscience inférieure, conscience rationnelle. Alors vous avez Jean-Jacques Charbonnier, le médecin réanimateur, qui a fait un livre justement là-dessus et qui cite une thèse médicale sur la rationalité dans les états modifiés de conscience liés au near-death experience, les états proches de la mort. Donc il y a une thèse médicale là-dessus. Donc lui, il dit qu'il y a une conscience rationnelle qui est le mental inférieur, mental analytique, et il y a la conscience supérieure qui est la conscience intuitive liée à la conscience. Le mental dualiste est raccroché à l'ego. La conscience intuitive est raccrochée au cœur. C'est intéressant, le cœur comme organe qui oxygène le corps, mais peut-être aussi comme l'organe via le thymus, derrière le sternum, de la dimension mystique. On appelle bien en Occident le Sacré-Cœur et en Orient la conscience solaire qui est cette région du cœur, qui passe peut-être par le thymus. Donc vous voyez, tout est lié à la dimension humaine. On a des modalités rationnelles cartésiennes, intuitives, on a de la dualité ou plus de capacité à accueillir donc de l'unité, et tout ça peut nous amener à quelque chose de transcendé, à bien faire la différence entre le transcendé et le sublimé, ce qui est encore différent. Voilà, donc la cryothérapie c'est intéressant, et finalement c'est intéressant quand on ramène ça sur la réalité qui fait notre quotidien à nous tous, les jours, qui est être dualiste ou être un petit peu plus dans l'accueil, dédualiser dans notre rapport aux autres, dans l'environnement, l'entourage, et qui certainement nous rendrait un peu plus heureux. Et ce que je trouve intéressant dans ces pratiques-là, c'est qu'au final, c'est sortir de cette croyance que c'est quelque chose d'extérieur qui va nous servir, nous nourrir, nous chauffer, etc. Et qu'on peut toujours revenir à tout vient en fait du soi.
et qu'on est capable, tout peut venir de l'intérieur et pas forcément de l'extérieur. Et en fait, c'est vrai pour toutes les pratiques, comme on a dit, le pranisme, la thérapie par le froid, même dans les blessures émotionnelles, etc. C'est toujours, tout vient toujours de l'intérieur. On peut toujours tout trouver de l'intérieur et pas seulement de l'extérieur. C'est ça que je trouve intéressant dans ces pratiques. Combien de sages, de guides spirituels de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, comme le sage indien Swami Prajnanpad, qui a dit qu'en réalité, nous avons tout à l'intérieur de nous. Cause de frustration, souffrance, maladie, comme cause de satisfaction, joie, bonheur. Après, il y a cette interaction incontournable avec l'extérieur. Au passage, pour la conscience, intérieure-extérieure, c'est une illusion. Vous savez que nous sommes dans le monde de l'illusion, nous sommes dans la grande Maya, et on compose et on conjugue avec le tridimensionnel, avec le monde de l'incarnation, la matérialité. Mais dans l'absolu, tout est illusion. En tout cas, nous aurions tout à l'intérieur de nous pour faire que notre vie soit un petit peu plus épanouissante. Qu'est-ce que cela vous suggère? Alors, moi personnellement, je ne résiste pas à poser des questions pratiques. C'est mon côté mental qui va faire pied de retour. Je m'en excuse d'avance. Mais comment ça se passe en pratique, un accompagnement quand tu accompagnes quelqu'un pour une période donnée, 7 jours, 21 jours, comment est-ce qu'il se nourrit, entre guillemets? Est-ce que c'est 3 repas praniques par jour? Est-ce que c'est je mets en place un système qui fonctionne en tâche de fond? Comment ça se passe? Alors, c'est une très bonne question pratico-pratique, très pragmatique, et c'est important, bien sûr. C'est intéressant de constater d'emblée que moi qui n'ai jamais fait de stage, suivi un stage de jeûne avec quelqu'un, un naturopathe spécialiste du jeûne ou autre, pas mal de mes stagiaires ont déjà fait des stages de jeûne tout court, jeûne et randonnée, etc., etc. Et pas mal de ces mêmes stagiaires, après avoir fait un stage de jeûne pranique, de pause alimentaire pranique avec moi, tous constatent que pour un stage de jeûne, ça va être plus fatigant sur le plan physique, moins fatigant sur le plan mental et émotionnel. Pour un stage de jeûne pranique, ça va être plus léger, plus facile sur le plan physique, moins de fatigue, mais peut-être plus confrontant, sollicitant, introspectant, puisque j'oriente les choses comme ça, sur le plan mental et émotionnel. Concrètement, qu'est-ce qui se passe lors d'un accompagnement pranique? Alors, je propose, c'est d'abord et avant tout un stage de détente et bien-être, où les gens se posent. Vous savez, on est dans une vie occidentale type speed life. On est dans du fast life, speed life. Fast life, fast food, fast sex, etc., etc. Et donc là, ça va être plutôt slow life. Venir avec ses bagages, au sens propre et au sens figuré, se poser. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se poser, vraiment. Se poser, ralentir la cadence, déposer le trop-plein de bagages au sens figuré que l'on porte depuis peut-être des années. Alors, ce n'est pas un stage de thérapie, hein, c'est pas ça, c'est vraiment se poser, stage détente et bien-être, en matinée, en après-midi, en soirée, 100% de temps libre. Les gens, ils ont besoin de se poser, de se retrouver avec eux-mêmes, ils ont une interaction, un enrichissement mutuel au sein d'un groupe constitué, mais ils doivent aussi prendre du temps pour se retrouver avec eux-mêmes et non pas fuir, se fuir en étant toujours avec les autres. Je retrouve les gens sur la base de « j'ai envie d'y aller, j'y vais », rien n'est obligatoire dans tous mes ateliers. Je retrouve les individus en groupe, c'est essentiellement collectif, sur les heures de repas, pendant la pause alimentaire que constitue le stage. Nous allons reprogrammer l'horloge biologique. Et je propose
que nous nous retrouvions, que nous fassions le point globalement, mais aussi individuellement dans le groupe, de comment ça va pour vous depuis la séance d'avant, sur le plan physique, mental, émotionnel, comment ça va pour vous, en fonction de la matière qu'il me donne, en fonction de ce que j'ai comme information, je propose systématiquement un repas sur la base d'une méditation, un peu comme Carl Simonton à l'époque, méditation pranique. La méditation pranique repose sur de la respiration. Alors c'est stratégique aussi parce que respirer permet aussi de désacidifier. Ça contribue à la détoxination, par la désacidification par l'haleine. Donc ça peut être de la relaxation, de la respiration, de la relaxation, de la méditation. Ça peut être statique, assis, allongé, comme ça peut être dynamique en mouvement, par exemple le tai chi, par exemple de la marche en conscience, version Thich Nhat Hanh, le moine vietnamien qui est dans le sud de la France, au village des Pruniers, qui commence à être bien âgé. Et tout cela faisant que, sur la base de l'imaginaire, il faudrait distinguer la visualisation de l'imagination, et sur la base, pour simplifier, de la visualisation, nous allons imaginer que cette lumière produite par le soleil, pour simplifier les choses, va imprégner la cellule, remplir le corps et le nourrir, le régénérer sur la base, enfin, ce qui va favoriser, ce qui va aller dans le sens d'un meilleur fonctionnement physiologique de l'autophagie, de l'autolyse qu'a mis en évidence le prix Nobel de médecine 2016. Tout simplement, indirectement parlant, c'est pragmatique, c'est empirique, c'est pas prouvé. Quand on fait de la visualisation, on se sent mieux et on semble mieux fonctionner au niveau du corps et au niveau des pensées et des émotions. Les gens qui sont fatigués par la détoxination, ou après 3, 4, 5, 6 jours de pause alimentaire, déjà, il n'y a rien d'obligatoire, ils peuvent arrêter quand ils veulent, ils partent quand ils veulent. Il n'y a pas d'obligation à aller jusqu'au bout. Eh bien, tous le disent. Moi, je suggère vraiment que même fatigués, venez, restez allongés dans notre cercle, dans la salle, restez allongés, venez avec votre couverture, vous restez allongés plutôt que de rester assis si c'est trop difficile, mais faites l'effort de venir si vous pouvez venir. Après, il n'y a jamais des gens écroulés qui n'en peuvent plus, parce que dans ce cas-là, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent, bien évidemment. Venez bénéficier de cette méditation, de cette imprégnation pranique, lumière, et vous repartez vous coucher, vous repartez vous reposer. Et tous le disent, j'ai bien fait de venir, qu'est-ce que je me sens mieux après? Évidemment, ça ne dure pas forcément. Mais on se sent beaucoup mieux avec un repas lumière que sans. Voilà, donc c'est le but. Et dans ces séances et pratiques d'accompagnement pranique, le boulot des poseurs alimentaires, c'est de ne pas manger, c'est de s'hydrater pour favoriser le drainage et l'élimination des toxines. Mon boulot à moi, c'est d'accompagner le plus possible individuellement et au travers des pratiques énergétisantes, c'est de favoriser 3 choses. La nourriture lumière et qui fait mieux fonctionner la cellule et qui fait mieux fonctionner le côté détoxination, autolyse, autophagie, etc. L'alignement, favoriser l'alignement du corps physique avec le mental et l'émotionnel, c'est très simple. Les gens qui posent, qui ne mangent pas pendant plusieurs jours et qui sont pris par une angoisse, l'angoisse va les faire maigrir parce que c'est énergétivore. Les gens qui n'ont pas d'angoisse mais qui ont une idée fixe, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire de mes factures ou de mon dossier administratif que je n'ai pas fait avant de partir au stage, et qui sont sans arrêt là-dedans, ou la perspective qu'ils vont retrouver un couple conflictuel à la maison, s'ils ne lâchent pas tout ça temporairement, pareil, ça va les désaligner, ça va accélérer la fonte éventuellement musculaire, puisqu'on brûle d'abord les sucres, les graisses et les muscles après. Donc c'est ça l'alignement pour un meilleur fonctionnement global de l'organisme, imprégnation énergétique, alignement et expansion de conscience. Expansion de conscience pour se placer au présent, lâcher le passé, lâcher le futur,
parce que là aussi, en neurosciences, eh bien, les états méditatifs, simplement être au présent, est un économiseur énergétique et un producteur d'énergie. Alors vous avez Deepak Chopra qui le cite. Vous avez Mathieu Ricard, le traducteur francophone du Dalai Lama, qui est passé, comme bon nombre d'autres, dans les scanners et IRM, qui ont montré que pendant un état méditatif, ou simplement vous-même, vous êtes dans un IRM ou un scanner, on vous fait penser à quelque chose de ciblé, vous pensez à une bougie, à un chien, eh bien, sous scanner, nous allons voir que dans cette zone précise, très certainement préfrontale, corticale, là où il y a une activation neuronale par la pensée, eh bien, il y a une précipitation, un afflux massif de particules de photons qui arrivent à cet endroit. D'où le dicton que la pensée crée l'énergie et l'énergie suit la pensée. D'où que l'expansion de conscience est favorable à ce que, d'après la médecine chinoise, pour la médecine chinoise, plus il y a d'énergie, plus le corps fonctionne mieux, en meilleure santé, parce que l'énergie est fluide, libre, harmonieuse. Le cancer, c'est une dégénérescence et une énergie chaotique. Donc, il faut que ça reste harmonieux. Plus un corps a d'énergie, de qualité et de fonctionnement fluide, plus le corps peut être en bonne santé. C'est un petit peu tout ça, les principes généraux. Par rapport à l'accompagnement en pause alimentaire pranique, ce que je fais travailler énormément tous les jours, c'est le lâcher-prise. Le mental contrôle. Si je lâche mon mental, ça me permet d'être plus connecté au présent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Une loi d'électricité le dit, c'est la loi de la résistance, qui se mesure en ohms. Plus la résistance est faible, les électriciens le savent, plus l'électricité peut fonctionner, peut circuler dans les câbles électriques. Le corps humain, c'est pareil. Moins je contrôle avec mon mental, moins je génère de troubles fonctionnels liés au stress, tout simplement, et plus dans le lâcher-prise de mes contractions, tensions physiques et mentales développées, lâcher-prise développée de ces tensions, eh bien plus il y a un alignement qui se fait naturellement et plus je retrouve un certain ressenti de ce que vous appelez l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre des paramètres favorisé par le bien-être. Le bien-être est pourvoyeur de santé, de meilleure santé. Donc je cultive le mieux-être dans le lâcher-prise de ce trop de contrôle à ne pas se caler au présent. Il y a toutes ces thématiques-là qui sont abordées. Après, individuellement, je me rends disponible en matinée, en après-midi, jamais en soirée, c'est mon temps personnel. En matinée, en après-midi, je me rends disponible selon les demandes des individus pour un accompagnement plus ciblé individuellement, sur un entretien d'écoute et relation d'aide, sur un besoin de s'exprimer, sur un symptôme spécifique à la détoxination, à la pause alimentaire. Classiquement, ça peut être un mal de ventre, ça peut être un essoufflement thoracique, une oppression thoracique, ça peut être une lombalgie. Les lombalgies ne sont pas rares en pause alimentaire. Eh bien, je peux intervenir avec la casquette du thérapeute énergéticien que je suis aussi pour un petit peu apaiser et faciliter le travail du corps en réduisant le symptôme. Ça, c'est quelque chose que je fais très souvent. Voilà. Il se passe plein de choses. Bonsoir. Bonsoir. Si je peux prendre la parole. Merci beaucoup, c'est très intéressant tout ce que vous racontez. J'ai deux questions à vous poser. La première, c'est par rapport, moi ça m'intéresse énormément et donc j'ai déjà essayé ce genre de choses. Je suis très gourmande, j'ai vraiment des grosses difficultés à gérer, on va dire, mes envies de manger. C'est pas de la faim, c'est vraiment des envies. Du coup, je suppose que c'est pas que une histoire de volonté, mais juste une histoire de lâcher prise par rapport à ça. Donc, j'aimerais avoir une réponse par rapport à ça. Comment m'y prendre justement pour réussir à me contrôler, parce qu'en fait, je me rends bien compte que c'est pas moi que je contrôlerai en fait. Et la deuxième chose, c'est par rapport au traitement
quelqu'un qui pratique le jeûne ou bien la nourriture pranique et qui a un traitement de fond de façon chronique, est-ce qu'il peut quand même le faire ou bien est-ce que de toutes les façons, ça fout tout en l'air, le fait qu'il y ait ce traitement en place de fond et qu'on ne peut pas arrêter justement? Très souvent, les gens, je vais répondre à la deuxième question, au deuxième point d'abord, ce sera plus rapide. Je prendrai plus de temps pour la première question, le premier point. Très souvent, dans mon public, j'ai des gens qui viennent en disant « Est-ce que je peux garder l'eau de Quinton? Est-ce que je peux garder la tisane anti-constipation? Est-ce que je peux garder la pommade ?» Alors je leur réponds « Lâchez prise de vos habitudes, de vos systèmes contrôle, de rassurance par tel et tel produit, autre que tout ce qui est prescrit médicalement. Vous devez garder tout ce qui est prescrit médicalement. Vous devez le prendre. Si vous avez des effets agressifs, gastriques, chez certains médicaments, on aménage, on voit ce qu'on fait, ça ne s'est jamais vraiment présenté. Mais je tiens à ce que les gens maintiennent le traitement médical. S'il y a des contre-indications spécifiques avec le jeûne, avec tel traitement et telle pathologie, bien évidemment, ça doit être supervisé par le médecin et dans ce cas-là, les gens ne viennent pas. J'ai eu par exemple 3 coups. C'est rien et c'est beaucoup déjà, 3 coups. Ce monsieur qui avait une maladie de Charcot. Il avait été hospitalisé 3 jours en pause alimentaire. Tiens, Caro, tu peux juste éteindre ton micro, s'il te plaît? Ah, c'est pour ça qu'on n'entend pas, pardon. Voilà, c'est mieux. Oui, donc je disais que je tiens à ce que les gens qui viennent en stage avec moi maintiennent leur traitement prescrit médicalement, c'est important. S'il y a des effets agressifs sur la paroi gastrique, pour certains médicaments qui doivent être aménagés parce qu'ils ne peuvent pas être pris entre guillemets à jeun, donc ça évidemment c'est respecté et tout ça, ça doit être supervisé médicalement. Je tiens vraiment à ce que le médecin ait sa place dans le dispositif. Alors certes, il y a un prix Nobel de médecine en 2016, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, en faculté de médecine, le jeûne soit enseigné. Je ne pense pas que ce soit encore enseigné. Donc ça, c'est une chose. À mon sens, le médecin, ça reste un être humain. Et à mon sens, il y a encore très peu de médecins qui pratiquent le jeûne dans leur quotidien. Ça va choquer, mais il faut quand même savoir que chiffre officiel pour l'ordre des médecins, selon certains départements, il y a quand même un taux de suicide de 3 fois supérieur chez les médecins généralistes que dans la population publique, la population générale. Sont quand même des chiffres officiels. Donc c'est pour dire que le médecin, ça reste un être humain qui a aussi ses zones de faiblesse et bien évidemment, à mon sens, qui a une très mauvaise connaissance, une grande méconnaissance des vertus du jeûne et qui devrait s'y mettre un petit peu plus pour son mieux-être. Ça, c'est une chose. Pour le premier point sur votre tendance à trop manger, vous avez une tendance à manger plutôt sucré, salé, vous allez plutôt vers quoi? Sucré? Sucré, voilà. Donc, on va partir du plus physiologique, physiopathologique possible, vérifier que vous n'avez pas une candidose, déjà, parce que ça n'a rien de psychosomatique, une candidose. Vous avez peut-être une dysbiose, une candidose qui relèverait d'un traitement spécifique et qui n'a rien de psychosomatique. Maintenant, vous n'avez pas de candidose. Alors, vous avez le test du verre, c'est très empirique, mais vous pouvez prendre un verre d'eau, demain matin, au lever, donc à jeun, vous vous levez. La première chose que vous faites, vous mettez un crachat de salive spontané dans le verre d'eau. Vous attendez 30 secondes, 1 minute, 2 minutes maximum, et vous voyez si l'eau reste limpide ou si elle a des filaments. Parce que la flore intestinale va aussi influencer la flore buccale dans la nuit, et indirectement parlant, c'est un test empirique, qui a une certaine valeur, mais qui n'est pas forcément très spécifique non plus. Ça vous donne une idée, un reflet de votre qualité de flore intestinale que de regarder ce test du verre d'eau. Après, donc, si ce n'est pas une candidose, une dysbiose, ça peut être une compensation psycho-émotionnelle, surtout si vous mangez quand vous n'avez pas faim. Vous, je vous dirais, comme je dis à toutes les personnes que j'accompagne aussi en coaching alimentaire, en régulation alimentaire en ligne, parce que j'accompagne en pause alimentaire, résidentielle, et j'accompagne individuellement en ligne,
eh bien, je suggère toujours déjà d'apprendre à distinguer sur la base de l'écoute et de l'observation propre de soi-même, de distinguer la faim physique, l'estomac, signe classique de la faim physique, de la faim mentale, de la faim émotionnelle. La faim physique, je commence à avoir les jambes qui tranchent, je commence à me sentir un petit peu faible, j'ai mon taux de sucre qui commence à diminuer. Bon, voilà, donc mon corps me dit il faut manger, très bien. La faim mentale, j'ai pas faim physiquement, mais on arrive à midi, c'est l'heure de manger, tiens, il faut que je mange, parce qu'après j'aurai peut-être faim, alors que j'ai pas forcément faim. Ou tiens, je m'ennuie, je suis chez moi, je vais manger, ça va passer le temps. Ça, c'est le mental. Vous avez aussi les programmations, c'est-à-dire, moi, ma mère m'a toujours dit, enfant, termine le plat, sois gentil, fais plaisir, on ne va pas mettre ça à la poubelle, allez, termine, allez, tu prends le reste, oh, j'ai plus faim, vas-y, prends le reste. Ça, c'est mental, les programmations transgénérationnelles. Et puis, vous avez les fins émotionnelles, les contrariétés, la facture, l'accident de voiture, je ne sais pas moi, le décès, la maladie, fait que émotionnellement, la bouffe, la nourriture, c'est comme l'alcool, c'est un anesthésiant émotionnel. On se sent mieux en ayant mangé, parce que émotionnellement, en ayant mangé. Donc, apprenez déjà à distinguer la faim physique, mentale et émotionnelle. Et dans un deuxième temps, un processus de pause alimentaire pranique, c'est aussi un stage pour grands handicapés. Nous sommes tous des handicapés. Nous sommes tous des handicapés parce que nous ne savons plus faire ça. Nous sommes tellement dans notre mental qu'on est tellement déconnecté du corps que les choses très simples, eh bien, on a du mal. Vous savez, il faut payer pour tout faire en Occident. Il faut payer pour prendre des cours de danse parce qu'on ne sait plus danser. Vous prenez un gamin de 5-6 ans, essayez de danser. Hein. Les enfants de 4 ans, vous mettez la musique, ils dansent. Il faut prendre des cours et des formations pour apprendre à masser parce qu'on ne sait plus masser. Un enfant de 5-6 ans, vous lui mettez de l'huile sur la main, vous mettez sur le dos de la maman ou du papa et il va bricoler, il va masser, il est content, il sait masser, il ne se pose pas de questions. Et il y a plein de choses comme ça. On prend aussi des cours pour apprendre, réapprendre à rire. J'ai créé un club de yoga du rire, préventif santé, dans une MJC au sud de Nancy, il y a quelques années, que j'ai animé pendant 2 ans. Il faut que les gens payent pour apprendre à rigoler, ils ne savent plus rigoler. Bon. Et donc, cultiver cette auto-observation de vous-même, de distinguer la faim physique, mentale et émotionnelle. Et, on va dire verticalement, dans une approche spécifique au docteur Eric Berne, qui est le père de l'analyse transactionnelle, j'aime beaucoup cette approche, intuitivement avec vous-même, ça ne se réfléchit pas, ça se ressent. Vous savez que vous n'avez pas faim physiquement au moment où vous pensez, où vous avez envie, où vous allez manger. Vous savez que c'est mental, voire émotionnel. Dites-vous, écoutez la réponse à l'intérieur. Est-ce que cette faim qui n'est pas une faim, est-ce que c'est moi la femme qui a faim? Est-ce que c'est moi la maman qui a faim? Ou est-ce que c'est moi la petite fille du passé qui a faim? 9 fois sur 10 minimum, ça sera la petite fille du passé. Donc ce sont des constructions, des insatisfactions chroniques, tendances chez un petit peu tout le monde, à perdurer chez l'adulte et qui constituent le lit de notre névrose, qui fait que névrotiquement, bien, soit on mange de trop mal, soit on fume, soit on boit de l'alcool, alors trop que 2 verres par jour, bien sûr, ou le sexe, ou les jeux Internet, ou les achats compulsifs, ou le workaholisme. Le workaholisme, c'est aussi une compensation névrotique qui répond à des besoins fondamentaux. Hein, voilà. Vous avez de quoi faire avec ça déjà. J'ai une question. Je suis un petit peu formée en Ayurveda. Et en Ayurveda, il y a du coup les trois terrains. Et en fait, il y a un des terrains où on nous conseille de manger régulièrement, vraiment parce que ça semble être un besoin de ce terrain, enfin le Vata. Et en fait, quelqu'un un jour m'a fait un diagnostic en disant mais de toute façon, tu es Vata, tu as besoin de manger, c'est pour ça que tu as tout le temps faim. Et en fait, ça m'a parlé et ça m'a aidé. Et manger régulièrement en petite quantité m'aide beaucoup plus en comprenant ce terrain. Donc, ça m'a souvent, quand je regardais
enfin, du coup, tout ce qui était jeûne ou pranisme, en fait, je comprends, je sais que c'est compatible, je sais qu'il y a des moments dans ma vie où je suis capable de beaucoup moins manger et j'en ai pas besoin, mais mon terrain à moi, quand j'ai besoin de manger, c'est de manger régulièrement, voilà, je voulais juste voir s'il y avait une corrélation avec les terrains Vata. Dans le terrain Pitta, on a besoin de manger beaucoup. Et dans le terrain Kapha, on mange peu, mais enfin, c'est les terrains qui ont souvent le besoin enfin, qui prennent du poids en fait. Et du coup, enfin, moi j'étais Pitta, Vata Pitta, et on m'a dit, mais c'est normal, tu dois manger régulièrement et beaucoup. Alors, tout ça est très juste. Maintenant, je ne m'occupe pas de ces compartimentages, de ces spécificités. Je me base sur l'indice de masse corporelle, le poids-taille. Le fameux manger moins, manger mieux n'est pas absolument vrai pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin de manger plus parce qu'ils sont en sous-poids et que ce n'est pas la peine de les mettre en jeûne parce que sous-poids, ils ne vont pas tenir le coup. Donc, il faut vraiment respecter ça, l'indice de masse corporelle, ça c'est un minimum. Après, il n'est pas question que les gens deviennent praniques et qu'ils arrêtent de manger, c'est pas ça du tout. Il n'est pas question que les gens fassent du jeûne pour du jeûne, parce qu'il y a aussi une mode autour de tout ça. Hein. Donc, je ne fais pas l'apologie du jeûne et encore moins du jeûne pranique, pour autant. Pour dire qu'il y a aussi des petites subtilités, que Vata, Pitta, etc., bien, avant ça, il faut aussi regarder la vitalité de la personne. Il y a des gens qui n'arrivent pas à grossir et qui n'arrêtent pas de manger, mais peut-être que leurs émonctoires sont encrassés et qu'il faudrait décrasser les émonctoires, qu'il faudrait soulager l'organisme de ce trop d'engorgement toxinique. Globalement parlant, on en revient sur le régime acido-basique. Hein. Globalement parlant, tout ce qui n'est pas à peu de choses près végétal, fruits et légumes, tout ce qui est industriel n'a rien à faire dans l'organisme. Tout ce qui est industriel, produit par l'usine, conditionné, lyophilisé, avec les conservateurs, les exhausteurs de goût, les stabilisants, les colorants et tout ça, n'a rien à faire dans l'organisme. C'est de la nourriture trafiquée. Et quand on pense que c'est cuit en quelques minutes au four ou au micro-ondes, c'est affreux. C'est pas générateur de santé, ça. Surtout quand en plus on le mange en faisant 50 choses en même temps et sans aucune conscience de tout ça. Mais c'est un ensemble qu'il faut considérer, pas simplement le profil Vata ou Pitta, quoi. Ce sont des repères, mais à considérer dans une approche globale de la santé et de l'individu. Alors j'ai une autre question par rapport à quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu prenais cet exemple avant de manger, de se demander qui a vraiment faim, si c'est la femme, la petite fille, etc. Tu as dit que 9 fois sur 10, c'était la petite fille, que c'était dû à des frustrations et autres. Donc là, ma question, c'est, vu que la clé, c'est quand même l'éducation, c'est quand même à l'enfance que beaucoup de choses se passent, comment faire avec les enfants? Parce que là, dans une société où il y a quand même énormément de tentations, où il y a énormément de produits transformés qui sont faits justement pour les enfants, que faire justement pour à la fois être, ne pas créer de frustration et à la fois donner assez pour la vitalité de chacun comment faire avec les enfants, quoi, tout simplement. Alors, ou les adolescents ou autres. Il me semble qu'il y a des grands principes. Les enfants qui sont les futurs adultes de demain devraient être évités d'être trop imprégnés de ces poisons, il faut le dire, pour la naturopathie, que constituent le saccharose, le lactose, en tout cas chez l'adulte, le lactose animal, et le gluten. Ça, c'est un minimum. Après, l'enfant, il suffirait de lui laisser le choix et de respecter sa faim, parce que, vous savez, les enfants, spontanément, alors il y a toujours l'effet remplissage compensatoire, le vide affectif, donc manger pour
atténuer le côté angoissé de l'absence du père, de la mère, etc. etc. Mais l'enfant, le jeune enfant, intuitivement, il a tendance à faire comme l'animal. L'animal malade ou blessé ne mange pas. Il se met en autophagie, autolyse spontanément. Il va permettre au corps d'activer ces principes, processus d'autorégénération par lui-même en se mettant en mode survie. Et l'enfant, le jeune enfant, spontanément, quand il est malade, il a tendance à ne pas manger. Le médecin dit il faut qu'il mange, il faut qu'il prenne des forces. Ben oui, et en même temps, c'est quelque part aller à l'encontre, alors de s'assurer que l'enfant n'est pas non plus à tendance anorexique, par exemple. Donc c'est aussi tous ces aspects-là qu'il faut vérifier. Mais l'enfant, on devrait pouvoir lui laisser le choix, l'orienter sur quelque chose de plus naturel et sain à la santé, plutôt que de lui proposer un gâteau ou un bonbon ou une glace, et bien lui proposer un fruit. Et puis aux fruits, il y associe aussi évidemment les légumes. Et selon le terrain, c'est un peu comme l'adulte, le cru, le cuit, adapter aussi l'enfant à tout ça. Et puis à côté de l'apport alimentaire pur, vous savez que vous avez le père des TCC, des thérapies cognitives comportementales, Aaron Beck. Il y a un élève émérite de Aaron Beck, qui est le docteur Jeffrey Young, qui est psychiatre à New York, et qui, lui, exactement comme Maslow, donc Maslow pour l'approche plutôt entreprise, exactement comme Virginia Anderson pour l'approche soignante paramédicale infirmière, eh bien, a défini des besoins propres à tout être humain, et dès la naissance, et peut-être même en intra-utérin, au niveau fœtal, de l'ordre de l'affectif, de la reconnaissance sociale, en commençant par la reconnaissance dans la cellule parentale ou future parentale. Avant le fait de manger, tout être humain a des besoins fondamentaux qui sont le besoin de la sécurité, à défaut de quoi je me sens abandonné, le besoin de se sentir aimé, à défaut de quoi je ressens une carence, un manque, un vide affectif, le besoin de se sentir reconnu, sinon ben, je ne sais pas, indirectement parlant, je ne sais pas qui je suis parce que je ne suis pas reconnu. Et si je ne suis pas reconnu, je ne peux pas me reconnaître par moi-même, donc je vais être dépendant d'autrui. Et le besoin de se sentir exister, sinon il y a un vide existentiel. Eh bien, ces 4 besoins fondamentaux qui sont à la base d'un développement harmonieux chez tout être humain, en commençant par le bébé, chez le bébé, pour le docteur Jeffrey Young, eh bien, quand ce n'est pas satisfait, va générer des croyances erronées, et donc des croyances et des comportements erronés qui vont faire le lit de tout ce qui nous désaligne et qui fait que nous aurons un rapport faussé à nous-mêmes, à autrui, à la nourriture, et constituer plus tard des adultes plus ou moins, entre guillemets, bancals, quoi. Donc c'est aussi ça la source que d'accompagner l'enfant au travers de tous ses besoins, et pas simplement lui donner la meilleure nourriture dans l'assiette, ou lui laisser le choix, bien sûr, mais c'est aussi s'assurer qu'il a la sécurité, qu'il a l'amour, la reconnaissance, la valorisation, l'estime de soi, stimuler le côté résilient, favoriser le développement de l'enfant dans son côté créatif, intuitif, et arrêter de lui dire ah mais c'est des conneries, arrête de rêver aux fantômes, ça n'existe pas, arrête de rêver aux fées dans les arbres et sur les fleurs, c'est des conneries tout ça. Vous voyez, c'est un ensemble, il me semble. Je n'ai pas forcément tout dit, je ne pense pas à tout. Je ne suis pas spécialiste de l'accompagnement de l'enfant, mais en périphérie de la nourriture, il y a ces aspects-là qui sont autant de nourriture aussi chez l'enfant. Selon toi, ça se commence à quel âge le pranisme? Ça peut se commencer à partir de quel âge? Le pranisme, tout le monde est déjà nourri de lumière. Oui. Le bébé à la naissance, il est nourri de lumière. Vous savez, très souvent, les bébés, on témoigne qu'ils sont comme ça dans le berceau.
il gobe. Et puis, il regarde le plafond ou le mur et il rigole tout seul. Et il fixe comme les chats. Les chats ont cette capacité. Et on dit quoi? On dit, dans les approches parallèles, qu'ils voient dans des dimensions parallèles et que c'est en fait gober la lumière, absorber la lumière. Alors, je ne suis pas là pour convaincre, hein, je ne suis pas là pour que vous croyiez tout ce que je dis, je suis là pour que vous entendiez certaines informations et certains témoignages, mais surtout que vous fassiez vos expériences et que vous vérifiez tout ça par vous-même. Non pas qu'il fallait que vous soyez convaincus, c'est pas ça du tout, mais surtout expérimenter et ne rien croire. Mais vous avez ce couple pranique, Akai et Camila. Akai, il est bolivien et Camila, il est nord-américaine. Ils ont fait un 21 jours pranique à des années, 10-15 ans, 10 ans, je sais pas. Tous les deux praniques, de ne pas s'alimenter, et elle, d'être 2 fois enceinte, d'être suivie médicalement par le docteur Ubuntu. Vous allez sur Camila ne s'alimente pas pendant sa grossesse, ne s'alimente pas les premières semaines et mois de naissance de l'enfant. Elle a du lait, elle produit du lait, l'enfant tète, il est sevré naturellement, et naturellement pranique, avec la capacité de manger ou de ne pas manger. L'état pranique, c'est pas « je ne mange plus ». C'est certes, vous pouvez ne plus manger pendant des années, mais c'est d'abord et avant tout la liberté de ne pas manger. Vous êtes stabilisé, le poids est stable, vous dormez 2 fois moins parce que vous digérez plus, et vous avez une super vitalité, vous n'êtes absolument pas fatigué. La fatigue, éventuellement, c'est des émotions qui vous tirent un peu vers le bas, qu'il faut réajuster. Certes, vous pouvez ne pas manger, mais on ne peut pas ne pas se nourrir. Donc, il faut que vous soyez relié à la source pour que ça marche. Mais vous pouvez aussi vous alimenter. Alors, ce n'est pas 3 repas par jour, ni 1 repas par jour, parce que vous réenclenchez la mécanique biologique, digestive, gastrique. Donc, ça ne tiendra pas longtemps. Mais vous pouvez, occasionnellement, un anniversaire, un baptême, un mariage, un repas de famille 1 fois par mois, 1 fois par semaine, prendre quelque chose extrêmement léger parce que le corps n'en voudra plus. Le corps a tellement détoxiné que la moindre nourriture industrielle va être évacuée en diarrhée, avec ou sans spasme, voire malaise vagal. Ça arrive, ça m'est arrivé, etc., etc. Donc, moi, je n'accompagne pas les enfants, je ne reçois pas, je n'accepte pas les enfants dans mes stages, je prends que les adultes majeurs. Après, faut quand même savoir que, vous le savez, vous avez été enfant, que l'enfant est bien plus proche de tout ça que nous autres, les adultes. Nous, on a besoin d'explications, on a besoin de vérifier, voire d'être convaincu, de lire, de voir les vidéos, les trucs, de nous faire toute une représentation mentale cartésienne du sujet pour dire peut-être que machin. Alors que les enfants, ils n'ont pas besoin de tout ça. Intuitivement, ils savent ce qui est bon pour eux, ils savent des choses qu'on va oublier au fur et à mesure. Moi, j'avais des capacités enfants que j'ai perdues, que je ne sais plus reconnecter. Tout simplement, à 5-6 heures du matin, je me levais pour aller faire pipi. J'avais 8-9 ans. J'étais en train de rêver, ça me cassait les pieds parce que la vessie pleine me sortait de mon rêve. Je faisais un super rêve. Il faut que je me lève. Bon, j'allais au pipi, je revenais et j'étais en capacité de fermer les yeux, de repartir dans le rêve que je recréais. Et à partir de là, il reprenait une vraie dimension vraie. Je repartais dans ce rêve et je pilotais le rêve. Je devenais maître du rêve et je le faisais comme je voulais. Je repartais dans un rêve et je dormais. Mais j'étais conscient. Je ne sais plus faire ça. Et les enfants font plein de choses comme ça. Voilà. Alors, je ne résiste pas à l'envie de te demander quelques anecdotes. Quelle est, par exemple, quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus enthousiasmé dans les accompagnements que tu fais? Auprès de mes stagiaires, auprès de quoi alors? Ce qui te vient. Ce qui m'a le plus enthousiasmé, c'est
c'est la capacité manifeste pour des personnes de rester, je pense à Hervé, qui se reconnaîtra, je l'avais ce soir à 19h, on termine demain 21 jours, il termine demain 21 jours avec moi, des gens comme Hervé qui, à 2 semaines passées de pause alimentaire, eh bien d'avoir une forme quasi à la normale, comme s'il avait mangé, c'est-à-dire de façon empirique, sur une échelle visuelle analogique de la forme, à 10, eh bien d'être à 8 ou 9 sur 10 quasi tous les jours. Alors c'est quelqu'un qui fait du yoga, c'est quelqu'un qui fait de la respiration, c'est quelqu'un qui se met facilement dans le froid, donc la cryothérapie. Voilà. Et puis à côté de ça, des gens mal préparés qui vont se traîner, être fatigués, etc., et qui vont même décrocher. La capacité qu'a l'organisme à transcender des croyances que ça ne va pas aller s'il n'y a pas telle et telle chose, par exemple. Et quand les choses lâchent, quand le mental lâche, il se passe bien des choses admirables chez l'être humain, des potentialités qui émergent, qui étaient latentes et qui étaient enfouies sous le poids lourd et pesant de nos interdits de vie. Bon, je pense à ça. Je pense à certains stagiaires qui, en pause alimentaire, dans leur 2e semaine, ne dorment plus que 2, 3 ou 4 heures par nuit, sans être fatigués. Alors, ils ne font rien de la journée, hormis se reposer, et puis venir au repas pranique, échanger avec le groupe et avec moi, mais 2, 3, 4 heures par nuit sans être fatigués. Et j'ai des stagiaires qui, à un moment donné, ne dorment pas une nuit entière. Alors, ils vont somnoler, faire une sieste après-midi, en journée, mais j'ai des stagiaires qui ne dorment pas une nuit sur 3. Et ce n'est pas qu'ils soient électriques, nerveux, épuisés, c'est qu'ils sont super bien, super alignés en énergie. Et ce sont des gens qui avaient une hygiène de vie certaine avant, bien évidemment, de venir en pause alimentaire, en stage. Voilà. Des choses merveilleuses, c'est par exemple, vous savez, vous mettez en pause alimentaire, les corps acides font le lit de la maladie au sens large. Les corps acido-basiques font le lit de la santé. Nous autres, les occidentaux, les humains, bon, nous gérons mal les émotions, c'est acidifiant. Nous mangeons mal, c'est acidifiant. Se poser, c'est amener la voiture au garage et faire la vidange. Nettoyer les filtres, vidanger les huiles usagées, remettre de la bonne huile, c'est un petit peu ça l'idée. Et donc, plus vous détoxinez l'organisme en pause alimentaire, en jeûne pranique, ça va plus loin, ça va chercher plus loin, c'est encore mieux. Plus vous détoxinez aussi les organes des sens. En 2012, je portais des lunettes. Je portais des lunettes avec diagnostic ophtalmologique. Je ne porte plus de lunettes. J'ai retrouvé une vue normale. Donc, vous avez les organes des sens qui vont se détoxiner. Il y a des praniques qui ont gardé leurs lunettes. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est au cas par cas. Mais vous allez retrouver, c'est comme le fumeur qui arrête de fumer, il a une relative anosmie, il va retrouver une capacité au goût et à l'odeur, avec la détox indirecte de la cigarette, de la nicotine en moins en ayant un sevrage tabagique réalisé. Vous faites une détoxination régulière ou ponctuelle, les organes des sens vont détoxiner plus ou moins. Vous allez retrouver plus de goût, plus de vue, plus d'odorat, plus de goût. Pour les thérapeutes énergéticiens, vous allez affiner une capacité à percevoir en kinesthésique le subtil, le vibratoire, l'énergie qui émane du corps. Les praticiennes en aptonomie, en périnatalité, vont être plus fines en kinesthésique à partir d'une détoxination du corps. Mais il faut savoir qu'en plus de détoxiner les organes des sens officiels reconnus par la science occidentale, vous allez activer potentiellement, personne ne sait quoi, comment et jusqu'à quand, mais vous allez activer potentiellement un minimum les organes des sens officieux non reconnus par la science occidentale, que sont la vue subtile qui est la clairvoyance, l'ouïe subtile qui est la clairaudience, l'odorat subtil qui est la clairsentience. Vous allez développer la télépathie, l'intuition. Et donc, quand je me retrouve un matin
À 7 h du matin, mes stagiaires sont encore au lit, j'attends qu'il soit 8 h pour les retrouver. Je suis dehors sur un banc dans le jardin du gîte que j'ai loué dans les Vosges en 2014-2015. J'ai un livre, il fait soleil, j'ai le livre page blanche avec l'écriture noire, les lignes, et j'ai ma main éthérique, l'aura de ma main bleutée qui se projette, bleutée fluo, qui se projette sur mon livre. Je suis admiratif, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, je recommence l'expérience et ça se reprojette. Et donc, cet effet d'activation de la clairvoyance vous fait accéder à ce subtil. Un autre exemple, il y a des années, je suis infirmier remplaçant dans une maison de retraite Alzheimer en banlieue de Nancy. À 11h30 du matin, j'ai mon chariot de médicaments au salon. Toutes les personnes âgées sont dans leur fauteuil, les 3/4 dorment à 11h du matin. Et je prépare mes petits gobelets de dentiste, pas des grands, mais des tout petits gobelets de dentiste avec les psychotropes. Donc je prends le flacon, je dévisse, je pose le flacon, je pose le bouchon, je prends le flacon, je vais pour verser les gouttes prescrites dans chaque gobelet. Et j'ai un gobelet qui est prêt sur le chariot métallique, véridique, j'approche mes 2 doigts, pouce index pour prendre en pince le gobelet. Avant que je touche le gobelet recule. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je recommence. Je veux prendre le gobelet recule avant même que je le touche. Je dis, mais c'est pas possible. Je recommence, le gobelet recule. Alors je me dis, mais à mon mental, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a du vent? La fenêtre est ouverte? Est-ce qu'il y a de l'eau, de l'huile sur le chariot? Est-ce que le chariot est bancal? Est-ce qu'il n'est pas droit? Est-ce que il n'y a rien de tout ça. Quand le mental n'a eu aucune explication, embraye le mental égotique. Et mon ego me dit, ouais, Gabriel, t'es fort, t'as des pouvoirs, vas-y. Je recommence, ça a bloqué, fini. Ça s'est arrêté comme ça. C'est très intéressant. Ce sont des potentialités latentes à l'être humain qui se manifestent de plus en plus. Il y a des gens qui spontanément vont expérimenter le voyage astral, qui n'ont jamais expérimenté, qui rêveraient d'expérimenter, qui spontanément, le jeune favorise les sorties astrales, par exemple, les décorporations astrales, etc. etc. Donc, voilà, il peut se passer plein de choses au fur et à mesure. D'où aussi qu'il ne faut jamais faire une pause alimentaire, un jeûne au-delà de 2-3 jours, seul, à la maison, en restant tranquille, en évitant de prendre la voiture, en évitant d'aller travailler, et même en télétravail. Jeûner, ça doit être un moment de retrouvailles avec soi, de bien-être, de plaisir, et d'éviter de faire plusieurs choses en même temps qui sollicitent et qui exposent à un accident de voiture, un accident une chute dans les escaliers, etc. etc. Mais il ne faut jamais faire un jeûne prolongé, encore moins un jeûne pranique prolongé, tout seul dans son coin, parce que ce n'est pas anodin, tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont des antécédents un peu borderline et qui peuvent tout à fait faire un délire schizoïde et passer par la fenêtre. Ça ne s'est jamais vu à ma connaissance, mais ce n'est pas exclu que ça arrive. Il y a des gens fragiles qui ne doivent pas se lancer là-dedans tout seul. J'ai un monsieur qui est en banlieue nord de Nancy qui me téléphone. Il me dit, ben voilà, je vous appelle parce que ça fait 6 jours que je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Je suis un peu fatigué. Est-ce que vous pourriez me conseiller pour que je termine mon 21 jours? Alors, déjà, je l'ai engueulé. Je lui ai dit, c'est absolument pas responsable de votre part de vous lancer tout seul sans être accompagné et sans précaution préalable. Alors, je lui dis, quel âge avez-vous? Avez-vous des problèmes de santé? Avez-vous un diagnostic médical? Avez-vous des médicaments? Il n'y avait rien de tout ça. Je lui dis, quelle est votre taille? Quel est votre poids? Je lui dis, maintenant, vous me donnez votre tension artérielle. Il me dit, j'en sais rien. Je dis, 3 fois, j'insiste, je lui dis, je veux une tension artérielle. Je ne veux rien faire de plus sans ça. J'ai bien fait d'insister. Il me dit, bon, attendez, j'arrive. Il avait l'appareil à tension dans la salle de bain. Il disait qu'il n'en avait pas et qu'il ne savait pas. Bon, il revient, il me dit, j'ai 16-12 de tension. Je dis, bah, c'est très bien. Maintenant, vous allez arrêter vos conneries. Vous allez reprendre un truc très léger à boire, un jus de fruits, un jus de légumes dilué, et vous allez tout de suite aux urgences ou chez le médecin généraliste. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais potentiellement, vous avez un vaisseau qui va exploser dans votre cerveau. 16-12, c'est potentiellement gravissime. Il me dit, vous m'avez sauvé la vie. Je dis, non, mais on ne fait pas n'importe quoi.
Donc, je vous conseille d'arrêter tout de suite et d'aller voir un médecin aux urgences. Voilà. Et puis, c'est une autre facette, un autre aspect de la réalité chez l'être humain qui, des fois, n'est pas du tout raisonnable, quoi. Merci beaucoup pour toutes ces anecdotes. Ça nous permet de mieux appréhender comment ça peut se passer en pratique. Et juste, je pense à une chose, le gobelet, peut-il avoir été repoussé par de l'électricité statique? Alors, oui, électromagnétique, électricité statique, bien évidemment, on va dire ça de façon scientifique, électricité statique, pourquoi pas, oui, bien sûr. Mais en tout cas, cette même électricité statique ou électromagnétique, de façon empirique, non prouvée absolument pas, fait que 2 personnes sur 3 qui avaient un syndrome algodystrophique, après une opération, une chirurgie d'une cheville, fracture de cheville pour un accident de voiture, après une opération d'un genou, chirurgicale d'un genou, et la troisième c'était une opération sur un hallux valgus, syndrome algodystrophique, 2 sur 3 ou 3 sur 4 de ces personnes que j'ai eues en consultation bien-être, mieux-être, réduction des troubles fonctionnels liés au stress, rééquilibrage énergétique, je me préserve bien de parler de substitut médical et de guérison, je ne suis pas là pour ça, mais en attendant, disparition du syndrome algodystrophique en 2 séances, à 1 semaine d'intervalle. J'ai cette infirmière d'une maison de retraite de Nancy qui se fait opérer d'un hallux valgus, qui est en arrêt maladie pour 6 semaines. Au bout de 3 semaines, elle me téléphone, elle me dit mais tout ça, c'est du prana. Hein. Le prana, ça peut être alimentaire pour améliorer sa santé. Ça peut être aussi les soins énergétiques. Le Reiki utilise du prana, l'énergie de vie. Ça peut être aussi pour favoriser un meilleur établissement chez le public, voire chez le patient, quand certains médecins travaillent en collaboration avec ces praticiens de santé, qui, par le mieux-être, favorisent la santé, une fois encore, voire la guérison. Mais ne sont pas à l'origine de la guérison. J'aime à dire qu'il n'y a aucun médecin qui guérit personne. J'aime à dire que la personne qui guérit, c'est le patient lui-même qui, par compliance thérapeutique, va accepter le diagnostic et le traitement et la pharmacopée derrière. C'est le patient qui est à l'origine de sa guérison. Bien évidemment, par l'aide de la prise en charge médicale et voire des professionnels du bien-être que sont des gens comme moi, par exemple. Et donc, cette infirmière, syndrome algodystrophique, on a arrêt maladie pour 6 semaines. Au bout de 3 semaines, il me téléphone, vient me voir, je lui dis bah, viens, on verra. Petite séance de rééquilibrage énergétique sur la base du prana. Le soir même, elle qui ne pouvait pas dormir avec ne serait-ce que le poids du drap sur ses jambes, elle faisait mal, bien supporter le drap. Et a écourté son arrêt maladie de moitié. Au bout de 3 semaines, elle est repartie au travail. Ses collègues étaient venus la voir à la maison. Elle descendait les escaliers de sa chambre sur les fesses parce qu'elle n'arrivait pas à tenir debout, tellement ça lui faisait mal. Et ses collègues voient cette infirmière retourner au boulot et elle de trotter, de marcher quasi sans claudication, et de lui dire mais qu'est-ce que tu as fait? On est venu te voir chez toi, on ne comprend pas, déjà tu ne devrais pas être là, tu devrais être chez toi. Oh, écoute, ça va, ça s'est accéléré, ça va mieux. Elle me téléphone rapidement après pour me dire j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste parce qu'il est prévu des injections en bloc Alice-Méline par le CHIR. Donc, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Parce que moi, je marche bien, j'ai plus mal, ça va bien mon pied. Je dis, va voir l'anesthésie, c'est à lui à te dire si tu annules ou quoi, c'est pas à moi. Donc, elle va le voir, elle me téléphone en me disant, l'anesthésiste a dit, pour moi, c'est bon, j'annule. Enfin, j'annule à mon niveau, mais vérifiez avec le CHIR. Pour moi, il n'y a plus besoin. Elle va voir le CHIR, et le CHIR lui a dit, si tout le monde était comme vous, je mettrais la clé sous la porte. Hein. Donc, il était un peu énervé, quoi. Alors, c'est empirique, il n'y a pas de preuve, mais
probablement qu'une réharmonisation, une correction du rayonnement énergétique extra- et intracorporel a favorisé que l'organisme, la physiologie se fasse mieux et corrige le déséquilibre ou le désordre ou la problématique, la pathologie. Vous savez, vous qui êtes professionnel de santé, qu'il existe par choc émotionnel un diabète insulinodépendant, par choc émotionnel, qui va être traité comme un diabète classique à l'insuline, c'est-à-dire avec injection d'insuline. Alors que, à l'évidence, j'ai ce patient, enfin j'ai ce stagiaire, insulinodépendant, insuline rapide et lente, en 2014 qui vient une semaine, qui prépare avec une base végétale acido-basique fruits et légumes, son une semaine de pause alimentaire. Ça se passe très bien, il ne fait jamais aucune chute de glycémie pendant sa pause alimentaire, injection d'insuline sous contrôle, avec la glycémie et la dose en conséquence, devant moi. Il ne fait aucun malaise. Et revient l'année d'après pour 15 jours. Je vais le chercher à la gare. La première chose qu'il fait en rentrant dans ma voiture, il me dit « Ouais, mon médecin, il me prend pour un fou parce qu'il n'a jamais vu un diabétique qui faisait ce que je faisais, c'est-à-dire de ne pas manger pendant plusieurs jours. Il m'a dit que ce n'était pas sérieux et tout. Et par contre, il faut que je te raconte parce que depuis l'année dernière, eh ben, je ne prends plus d'insuline lente, je prends que de la rapide et moins en dosage. » Et le médecin ne comprend pas. J'ai envie de dire tout simplement le rééquilibrage par l'acido-basique végétal a désengorgé le pancréas et a peut-être relancé les îlots de Langerhans pour la production de l'insuline. Tout simplement. Et pendant ces 2 semaines de stage en août 2015, il m'a demandé un soin énergétique. Alors lui, il voulait être pranique, arrêter de manger pour ne plus se faire ses piqûres d'insuline. Bon. Moi, je veux bien. Et alors, j'avais vraiment pas envie, parce que je ne suis pas là pour faire du, entre guillemets, thérapeutique. Mais j'ai fini par lui faire, il m'a tellement emmerdé, je lui ai fait une séance en soins énergétiques pour un petit peu l'harmoniser. Et il me dit, fais-moi une séance pour mon pancréas, mon diabète. Bon. Je me branche sur son pancréas. Énergétiquement, je perçois qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a une perturbation de la circulation de l'énergie au niveau de la région abdominale du pancréas. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est plutôt perceptif, intuitif. Et le flash de conscience, la clairvoyance et l'intuitif associés me font voir en mémoire cellulaire, c'est-à-dire que tout ce que nous vivons s'inscrirait dans notre constitution corporelle, eh bien, je vois les parents dans le pancréas comme étant à l'origine du diabète. Alors, il a les yeux fermés, il est en train de se relaxer, il fait une cohérence neurocardiovasculaire, une mise en état alpha, cohérence cardiaque, que vous connaissez certainement. Et je lui dis, mais au fait, depuis quand tu es diabétique? Il me dit, je n'avais pas 10 ans, j'ai commencé à être diabétique à peu près à l'âge de 8 ans. Et j'ai perçu l'enfant à peu près dans cette zone de 7, 8, 9 ans, avec la problématique parentale derrière, à l'origine peut-être de ce diabète, choc émotionnel. Et je lui dis, bon, très bien, alors tu commences à être diabétique à l'âge de 8 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé s'il s'est passé des choses à l'âge de 8 ans? Il dit, oui, mes parents se sont divorcés. Et paf. Donc, c'est empirique. Pour moi, le diabète émotionnel naît à partir d'un deuil dysfonctionnel sur le divorce des parents, de papa et maman. Ce qui fait dire que quand cette charge émotionnelle non digérée qui constitue une perturbation du flux énergétique et donc favorise un trouble de la bonne physiologie d'un organe donné, si ce kyste émotionnel élevé d'énergie recircule, et dans l'approche de la médecine chinoise, le symptôme est résorbé. Je ne parle pas de guérison, mais va contribuer à un rétablissement partiel ou complet de santé chez la personne.
et chose qui s'est quasi vue chez lui. J'ai ce monsieur qui a un cancer du sigmoïde. Sa sœur me téléphone, est-ce que tu peux venir, est-ce que tu peux recevoir mon frère, il a un cancer du sigmoïde. Ah, je dis, parle-moi de ton frère. Elle me dit, il est médecin. Je dis, quoi, médecin? Ah non, surtout pas les médecins. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un médecin? Il ne croit pas à tout ça. Non, mais t'inquiète pas, je lui en ai parlé, puis moi, je lui fais aussi des petites choses comme ça. Bon, c'est un médecin qui a créé un laboratoire, qui a employé 15 médecins, il produisait des médicaments. Il a travaillé les 10 dernières années de sa vie 20 heures sur 24, il dormait 4 heures par nuit, il s'est tué au boulot. Et à l'époque, j'habitais au 2e étage. Il est venu en se tenant à la rampe. Un monsieur d'une 50aine d'années, on aurait cru un monsieur de 80 ans, qui était très essoufflé, très gris, très fatigué, il se tenait à la rampe. Il est venu 2 fois chez moi, mais 2 fois, alors qu'il était accompagné en voiture par quelqu'un qui conduisait pour lui, incapable de conduire, 2 fois, il repartait, il avait une vitalité qu'il n'avait pas connue depuis très longtemps, et il repartait pour pousser le gars, ou le cousin, ou je ne sais pas qui, dans la voiture, pour dire laisse-moi le volant, on va aller voir ma mère qui habite à côté à 10 km. Il avait retrouvé un tonus, une vitalité, l'énergie, il avait rechargé les batteries. Évidemment, ça n'a pas tenu. Évidemment, il s'est fait opérer de son sigmoïde, de son cancer, et dans ce cas-là, le monsieur est même décédé. Mais un afflux d'énergie va faire que les gens se sentent mieux et va concourir à un meilleur fonctionnement de l'organisme. Voilà. Et l'ouverture au-delà d'une meilleure santé, ça va être une ouverture sur les plans spirituels. La spiritualité étant la connexion à ici et maintenant. Ici et maintenant. Ouais, c'est une belle conclusion, je pense, puisqu'on est tous dans ce groupe qui se nomme Médecine et Spiritualité. On est tous dans cette vision, hein, chacun avec notre sensibilité, mais globalement, ce que tu expliques, on a tous en face de personnes qu'on peut maintenant aborder ça. On peut les aborder comme ça. Et moi, je milite vraiment pour que ces patients qui ouvrent ce côté-là puissent avoir les thérapeutes, les médecins qui sont ouverts aussi à ça. C'est pour ça qu'on est là aussi. Voilà. Je pense qu'on a bien ouvert. En tout cas, moi, ça m'a vraiment encore plus... J'espère que ça vous a touché aussi. J'espère que ça vous a ouvert une autre vision aussi de ce que vous pouviez imaginer du prana. Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir pris ce temps avec nous.